Aujourd'hui, on va beaucoup parler de musique, mais dans Place des Arts, on s'intéresse à toutes les disciplines culturelles. Alors, ma première question va peut-être vous surprendre. Je voudrais savoir, est-ce que vous lisez des bandes dessinées tous les deux? Je suis resté très classique sur les bandes dessinées de ma jeunesse, les Tintin, les Astérix, un peu l'Orto Maltese ensuite, et puis Black et Mortimer. Mais je trouve qu'au travers de la bande dessinée aujourd'hui, ce qu'on peut faire passer, surtout à notre jeunesse, c'est un message. J'en prends pour preuve l'exemple du récit et du témoignage de Ginette Kolinka, puisque cette rescapée des camps de Birkenau et d'Auschwitz aujourd'hui est traduite dans une bande dessinée. Et puis aussi, c'est pour ça que je vous ai ramené, je me permets d'ores et déjà de vous offrir deux petits cadeaux. Du coup, elle tombait bien ma question. Oui, elle tombait très bien. C'est l'histoire de notre territoire, l'histoire des gens qui l'habitent et qui l'ont traversé. Donc voilà, je ne sais pas si vous les avez déjà, mais c'est aussi l'usage de la bande dessinée au travers. Déjà parlé. En dehors des mots, de la lecture et puis du plaisir qu'on a, mais aussi de faire passer justement ces témoignages et ces messages. Merci beaucoup. Et vous êtes BD? Un peu par nécessité. J'ai un petit-fils qui a 11 ans et qui est très BD, donc forcément j'y ai droit. Mais oui, mais normalement ça parle à toutes les générations et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a une qui est en train d'être écrite à Sarralbe. C'est histoire de faire découvrir la ville de manière plus ludique. C'est le maire qui a voulu faire réaliser une bande dessinée. L'association des Amis du Pays d'Albe a servi de source et de référent historique. Et on a pu découvrir samedi les premières pages en crayonné de cette bande dessinée qui paraîtra en décembre. Ce sont le rédacteur, le dessinateur, le maire de Sarralbe et le président de l'association qui ont présenté le projet. Reportage d'Émilie Azil. Des mammouths en passant par la Révolution jusqu'à l'après-guerre, c'est une longue histoire qui est en train de voir le jour. Samedi, les concepteurs de la bande dessinée de Sarralbe ont présenté le projet, qui a coûté environ 25 000 € à la commune. Le maire souhaitait retracer l'histoire de Sarralbe à travers une BD pour que tous les publics puissent la découvrir plus facilement. La BD de 44 pages sera éditée en 3000 exemplaires. En décembre, elle sera distribuée gratuitement à chaque foyer de Sarralbe, puis mise en vente par les Amis du Pays d'Albe. Pour le texte, le rédacteur s'est appuyé sur les ouvrages réalisés par l'association, qui a été le référent historique. Donc notre premier travail, c'était effectivement, à partir de la cinquantaine de revues écrites depuis 1969 par l'association, nous avons sélectionné, comme de toute façon ce n'était pas un ouvrage de 200 pages, il fallait sélectionner un certain nombre de thèmes qui ont été travaillés dans nos revues. Et comme il l'a dit tout à l'heure, il est reparti avec 2 gros sacs pleins de nos revues. Au fur et à mesure de la validation des dessins, la coloriste les met en couleur. Dans la bande dessinée historique, il y a plusieurs règles à respecter. Dans la BD historique, c'est qu'il faut avoir un dessin réaliste. Parce qu'on travaille d'après photo, d'après document, et il faut que le lecteur, lui, comprenne directement. Donc c'est un peu comme c'est un roman photo qui agit, donc il faut que ce soit un dessin réaliste, c'est important ça. On ne peut pas avoir un dessin, comme on dit, gros nez. Gros nez, c'est le style un peu Astérix, qui est très bien, hein, c'est juste le style, parce qu'on n'a pas ce côté réaliste du détail. Le souci du détail doit être pointu. Dans ce livre, vous pourrez même retrouver un visage familier, celui du président de l'association. Il sera l'un des personnages principaux. Et donc, pour rendre la chose attractive, j'ai imaginé que 3 jeunes collégiens avaient eu comme devoir, pendant les vacances, de la part de leur prof d'histoire, chercher et trouver des traces de toutes les périodes historiques dans Sarralbe. Et puis finalement, ils voient que là, il y a un truc qui est marqué « musée ». Puis ils poussent la porte, puis ils tombent sur le président et ses amis. Et alors, le président les prend par la main et ils se baladent dans tout Sarralbe et leur raconte l'histoire. D'autres communes souhaitent également créer leur BD, comme Saint-Avold et Forbach. Voilà, une BD donc à découvrir d'ici la fin de l'année. Benoît Kiefer, il souffle un vent d'ouest sur le Pays de Bitche. Oui, c'est la thématique du festival Euroclassique de cette saison, puisque après les aurores boréales en 2021, le vent d'est, et puis nous aurons donc logiquement sur ce cadran des 4 points cardinaux, sur Compass Europe, l'année prochaine les pays du Sud.
Alors le festival Euroclassique, ce sont 2 mois de concerts de part et d'autre de la frontière, depuis début septembre jusqu'à fin octobre, avec même encore une date cette année, le 19 novembre. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, il ne s'agit pas que de musique classique. Non, depuis 1991, c'est vrai que le festival a été créé sur cette base de musique classique, mais les choses ont évolué, puisque au fil du temps, ce sont d'autres thématiques, des musiques régionales, les musiques du monde, et puis surtout le jazz aussi, qui est venu agrémenter, agréger le festival Euroclassique. Donc le champ musical est assez étendu. Un exemple d'ailleurs, puisque ce samedi soir à Beach, ce sont 2 frères, Damien et Thomas Jarry, qui seront sur la scène de l'Espace Cassin. L'un joue du violoncelle, l'autre du piano. Tous 2 sont des musiciens classiques. Mais samedi, ils revisitent le répertoire du groupe Queen et celui d'Elton John. Notez déjà aussi les prochaines dates dans le Pays de Beach. Dimanche 15 octobre à 16h, Vocal Avenue chantera à Schorbach. Et samedi 21 octobre à 20h, l'Harmonie du Pays de Beach sera en concert à Sourtes. Il y a aussi plein de rendez-vous du côté de Pirmasens et de Zweibrücken. Le programme complet est sur le site internet festival-euroclassique.eu. Alors vous le disiez, hein, il a été créé début des années 90, ce festival. Il a beaucoup évolué. Il a d'ailleurs même quelque part changé de nom, même si ça ne s'entend pas, puisque à l'origine c'était Euroclassique avec un K pour les Allemands et QUE pour les Français. Maintenant c'est Euroclassique avec un C pour tout le monde. Et puis au départ, le partenaire côté français, le partenaire du festival, c'était la ville de Beach, oui, alors que maintenant c'est la communauté de communes du Pays de Beach. Quel est le regard que vous portez sur l'évolution de ce festival depuis une trentaine d'années ? Ce que je voudrais souligner, c'est la qualité de ce festival aujourd'hui, puisqu'il y a des artistes de grande notoriété, il y a aussi des jeunes talents. J'ai encore pu le découvrir à Pirmasens ce dimanche soir avec Tobias Fieldman. Donc c'est la qualité qu'il faut souligner et la possibilité aussi d'apporter au public cette proximité, puisque c'est un monde rural, donc on apporte aussi cet élément musical-là. Et le festival a changé par rapport à 1991, je pense pas trop. Moi j'étais déjà amoureux du festival Euroclassique et je me souviens d'avoir été dans les églises, dans les salles de concert. Le public aujourd'hui n'est pas différent non plus. Hein. La seule chose qu'il faudrait peut-être axer un petit peu, c'est de capter de cette jeunesse, peut-être développer ce champ vers la jeunesse aujourd'hui pour permettre, aujourd'hui, parce que si on arrive à capter cette jeunesse, aujourd'hui, enfin demain, ce seront des adultes qui iront ouvrir les portes des salles de concert, aller aussi dans les musées, visiter les choses, et puis on le disait sur la thématique culturelle, c'est aussi lire davantage. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu notre rôle, mais je ne pense pas que le festival ait beaucoup changé depuis 1991 dans l'esprit. La dynamique est différente, les moyens sont différents, mais l'esprit reste le même. Moi, il y a un bémol quand même que je perçois. Alors, c'est peut-être un ressenti, mais j'ai l'impression qu'il y a chaque année de moins en moins de concerts du côté français. Alors il y en avait effectivement 7 en 2022, 5 étaient programmés en 2023, il y a eu un désistement pour des raisons techniques de la part d'une commune parce qu'elle a souhaité réaliser, et elle nous en a enfermé au dernier moment, des travaux dans l'endroit qui était prévu pour accueillir un concert, qu'on n'a pas reporté, il est vrai, mais je note effectivement votre bémol et puis on essaiera de s'améliorer pour qu'on ait une diversité, une offre beaucoup plus importante sur la saison à venir. Donc il y a de l'espoir pour l'année prochaine. Ouais. Est-ce que le festival Euroclassique est élitiste à vos yeux ? Non, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure lorsque vous me posiez cette première question. Je pense qu'il faut se démarquer de ça et rechercher cette proximité, mais avec l'ensemble du public. Il ne faut pas que le public puisse percevoir que c'est inaccessible, qu'on est sur des musiques savantes ou autres. C'est l'intérêt de multiplier les champs musicaux sur le jazz, le gospel, le blues, des choses classiques. Et puis vous avez donné l'exemple des frères Jarry tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez c'est un show, hein, réellement, très électrique. Et donc ça, c'est pour toutes les générations et tous les publics. Est-ce que vous voulez en parler aussi des différentes dates là, qui vont avoir lieu dans le Pays de Beach ? Oui, on a donc le 30 septembre les frères Jarry à l'Espace Cassin.
Donc samedi 20h30, vous l'avez énoncé tout à l'heure, c'est un duo entre les reprises de Queen et d'Elton John, entre le piano et le violoncelle. Nous aurons ensuite le 15 octobre à Schorbach, Vocal Avenue. Donc sur des thématiques pop, des comédies musicales, du jazz, un peu de gospel aussi. Et puis l'Harmonie du Pays Beach qui sera le 21 octobre à Sourtes. Là on est sur 40 musiciens qui viennent des 4 coins du territoire. Donc c'est juste formidable aussi de donner, comme Vocal Avenue d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas très loin, cette possibilité de s'exprimer sur notre territoire. Et donc des exemples concrets aussi pour dire que ce n'est pas élitiste. Exactement. Et si je vous posais cette question, c'est aussi parce que j'ai une autre question à vous poser. Si je vous dis Forbach, le carreau, scène nationale, oui. Est-ce que ça sonne élitiste à vos oreilles ? Quand le ministère de la Culture a décidé peut-être d'intégrer le carreau dans le réseau des 74 scènes d'intérêt national, je pense que l'idée ou alors l'état d'esprit n'était pas de considérer que c'était élitiste, je ne pense pas. Mais c'est malheureusement une réputation dont le carreau essaye d'ailleurs de se débarrasser. Et c'est dans ce sens que l'équipe a imaginé la nouvelle saison culturelle. En voici un aperçu dans ce reportage d'Émilie Capodici. La saison 2023-2024 du carreau scène nationale débutera le 30 septembre. Et cette saison encore, les maîtres mots seront populaires et pluridisciplinaires. C'est vers ces deux notions que Grégory Covin et son équipe souhaitent se diriger chaque année pour permettre au carreau de toucher un public toujours plus large. Pour montrer que cette saison n'est pas réservée à une catégorie de population, une catégorie d'âge. C'est vraiment une saison qui est ouverte à tout le monde et qui est populaire parce que le mot populaire est très beau. C'est un très beau mot, c'est pas un gros mot, et je le revendique pleinement. Et je le dissocie surtout de la notion de populiste qui me gêne beaucoup plus. Donc populaire pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver, et qu'en plus, ce qui est magnifique, c'est que tout le monde considère vraiment ce lieu comme un lieu populaire. Danse, théâtre, opéra, cirque ou même cabaret travesti, plus que jamais, les spectacles de la saison 2023-2024 seront empreints d'esthétiques bien différentes, preuve de ce que recherche le carreau, l'éclectisme et l'originalité. Puisqu'on va faire venir les créatures de Madame Arthur. Madame Arthur, c'est un cabaret qui a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, cabaret transformiste, qui a énormément de succès aujourd'hui à Paris, à Pigalle, et qui a des propositions artistiques de grande qualité. Aujourd'hui, le cabaret est un art qui n'est pas un art mineur, mais vraiment un art qui a pleinement sa place dans le spectacle vivant, et on est très heureux par exemple d'accueillir cette proposition. A l'inverse, je pourrais évoquer par exemple Il Tartufo, qui est une adaptation du Tartuffe de Molière, mise en scène par Jean Bellorini avec les magnifiques comédiens du Théâtre National de Naples. Vous voyez, où on est vraiment dans des endroits de programmation très 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 différents. En plus des spectacles joués dans les deux salles fraîchement rénovées du théâtre et des événements entre midi et musique proposés depuis la saison précédente, les spectateurs pourront assister à des spectacles hors les murs du carreau, au parc Explore-Wendel, au parc du Schlossberg et même jusqu'à Courcelles-Chaussy. L'idée, c'est de montrer que le carreau permet, grâce à son magnifique outil rénové d'ailleurs, d'accueillir des spectacles techniquement très très audacieux, mais on a aussi besoin d'avoir d'autres rapports au spectacle vivant et aller dans d'autres endroits. C'est d'abord renouveler le regard sur ces endroits et aussi voir des propositions totalement différentes, parfois plus intimistes, où le rapport avec l'artiste est plus proche. Et donc effectivement, on aura un joli spectacle de danse dans le parc du Schlossberg. Et pour ce spectacle de danse, notre chorégraphe Marino Vanna est à la recherche de sportifs amateurs pour créer son spectacle. Donc si vous avez envie de danser, n'hésitez pas à contacter le carreau pour rejoindre ce magnifique projet. On aura aussi effectivement au carreau Wendel une très belle adaptation de l'opéra Carmen en opéra itinérant, c'est-à-dire chaque acte nous permettra de voir le carreau Wendel sur un autre angle. Et on aura aussi Que ma joie demeure, proposition qui adapte le roman de Giono, un très très beau roman sur la vie dans les campagnes à Courcelles-Chaussy, parce que c'est un des rares établissements agricoles et donc on avait besoin de champs, de forêts, de bois, de fermes, et bien c'était le lieu tout à fait indiqué. Et donc on proposera à nos spectateurs de prendre le bus de Forbach pour aller à Courcelles-Chaussy et passer dans la journée là-bas pour une magnifique journée de théâtre. Plus de 15 000 spectateurs ont passé les portes du carreau l'année dernière. Grégory Covin et son équipe espèrent avec cette saison variée et populaire attirer encore les habitués, mais aussi et surtout de nouveaux spectateurs. J'espère bien entendu des belles salles bien pleines. C'est bien parti d'ailleurs, on est très content en termes de chiffres. Et bien j'espère que voilà, ce beau projet d'être populaire pour tout le monde va devenir de plus en
plus réel. Le chemin est encore il n'est pas terminé, est encore à parfaire, mais je crois qu'il y a quand même des soubresauts, des bouillonnements qui sont très encourageants à cet endroit-là. Rendez-vous donc le 30 septembre pour l'ouverture de cette saison 2023-2024 avec Art et Dance, un spectacle mêlant danse japonaise et musique actuelle proposé par la chorégraphe japonaise Akiko Hasegawa. Et direction maintenant le Gouvy à Frémin-Merlebach. Après une saison en demi-teinte au niveau de sa fréquentation, l'équipe du Gouvy propose une saison 2023-2024 plus que jamais adaptée aux attentes de son public, avide d'humour et de stand-up, mais aussi de musique, surtout rock. Alors Paul Taylor, Marianne James, Arthur ou encore Eagle Eye Cherry, Isabelle Lorec, directrice adjointe et programmatrice, nous en dit plus sur cette nouvelle saison. Seb Melia pour l'humour, Eagle Eye Cherry pour la musique, mais aussi de la danse avec la RB Dance Company et du théâtre avec Audelaf et Arnaud Joyer. Au Gouvy aussi, cette saison culturelle 2023-2024 s'annonce éclectique, mais surtout adaptée aux attentes de son public. On mise quand même beaucoup sur l'humour parce que depuis 2-3 ans, on se rend compte que le Gouvy a été associé vraiment au stand-up et au one-man show. Et en gardant toujours un peu de musique, en faisant un peu moins de théâtre parce que on s'est rendu compte que c'est ce qui attirait moins chez nous. Il y a des choses qui ont été vraiment de gros succès. Il y a des choses qui l'ont été moins. Le théâtre, on s'est rendu compte, même en faisant des grosses têtes d'affiche, on a fait Michel Drucker, qui pourtant quand même, voilà, c'est Michel Drucker. Michel Drucker, ça n'a pas marché. Michel Fugain, ça n'a pas marché. Et à côté de ça, on a fait des petits humoristes, comme, enfin petits, je m'entends, comme Jimo et tout ça, qui ont cartonné, comme qu'est-ce qu'on a fait, Tania Dutel aussi, qui ont vraiment très bien marché. Ces petits humoristes, voilà, ce qui nous fait comprendre à nous que on trouve tout doucement vraiment notre public au niveau des one man et du stand-up. De l'humour, mais aussi beaucoup de concerts de tous les genres musicaux, avec notamment Cutting Crew, Eagle Eye Cherry, Black Cat Biscuit, ou encore dans un autre registre, les Tambours du Bronx pour une soirée métal. Alors, j'ai un coup de cœur, c'est à Stories, donc de la compagnie RB Dance Company. On les avait reçus juste avant le Covid, juste avant de fermer, pour une résidence de 15 jours, où ils étaient venus créer leur spectacle avant de passer au Casino de Paris. Je suis très contente parce que ça mélange les claquettes, ça mélange la super musique, la mise en scène du théâtre. Et ça, j'aimerais bien que les gens viennent voir parce qu'on avait fait un petit rendu de résidence pour une centaine de personnes quand ils étaient là. Tout le monde était ressorti bouche bée. C'est vraiment un spectacle qu'il faut voir une fois dans sa vie. Et sinon, j'ai Marty parce que c'est un humoriste qu'on connaît pas mal. Surtout sur les réseaux sociaux parce qu'il fait des petites vidéos qui finit toujours en disant allez la bise, et j'espère aussi que voilà les gens vont venir en masse parce que il n'est pas trop médiatisé, je veux dire à la télé, toutes ces choses comme ça, mais sur le net, sur les petites vidéos Facebook, Instagram et tout ça, ça marche bien, donc j'aimerais vraiment qu'il y ait pas mal de monde différent qui viennent découvrir Marty. En 2022, 18 000 spectateurs ont participé à la saison culturelle. En restant à l'écoute de son public et de ses goûts, l'équipe du Gouvy compte bien donner envie à davantage de spectateurs de passer les portes de la salle cette année. À Sarreguemines, la saison culturelle débute mardi soir à 20h à l'Hôtel de Ville avec un spectacle de clowns drôle et poétique. Et ce qui est magique, c'est qu'il reste quelques places, donc vous pouvez encore en profiter. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. Les artistes de la compagnie Bacala ont joué dans les plus grands cirques et festivals du monde entier. Ce spectacle a fait le tour du monde. Plus de 600 représentations dans 50 pays. La saison culturelle de Sarreguemines démarre très fort. Benoît Kieffer, pour la saison culturelle du Pays de Beach, on va devoir attendre encore un petit peu. On se donne rendez-vous quand, en début d'année pour dévoiler le programme? Non, on se donne rendez-vous déjà le 18 novembre à l'Espace Cassin pour la première manifestation de cette saison culturelle 2023-2024 qui va démarrer sur la thématique des années 80, mais avec ceux qui ont fait les années 80, donc Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler et puis le célébrissime Patrick Hernandez. Et puis pour le reste des dates de la programmation, ça sera plutôt 2024? Non, ce sera 2024. Il y a des choses qui sont encore en cours de construction. Il y a Metsila qui est aussi, puisqu'on parlait de One Man Show, qui est programmé. Et voilà, donc il y a encore quelques échanges qui ont lieu, qui sont en cours pour ensuite pouvoir signer les contrats. Et ensuite pouvoir informer nos téléspectateurs. Exactement, ça avec marche. Grand plaisir.
Côté musique, vous connaissez sans doute Rémelfin pour son festival Rémelfin en musique, mais il n'y a pas que durant le week-end de Pentecôte qu'il y a des concerts dans cette commune. Rendez-vous vendredi à 19 h au château de Rémelfin pour une soirée plate entre Sarre et Lorraine. Il reste quelques places pour écouter le groupe dit Lothringer. C'est ensuite Schorsch Zeitz qui montera sur scène. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire auprès de la mairie car le nombre de places est limité et le public viendra évidemment aussi bien de France que d'Allemagne. Vous, Marc Boyer, vous avez décidé de franchir les frontières du Saulnois. Cette année, c'est la 3e édition du festival MIFA Saulnois. Et pour la première fois, cela ne se déroule pas que dans le coin de Dieuze et de Château-Salins. Dimanche, vous délocalisez une date du festival à Sarreguemines et ça sera du très haut niveau. Alors, racontez-nous ce qui va se passer dimanche. Alors, d'abord, pourquoi on sort du Saulnois? C'est qu'on a des grands artistes et on voulait leur proposer des salles plus importantes. Je n'étais pas à l'origine donc de ce festival. La première saison s'est faite sans moi et j'étais simplement spectateur de ces concerts et je les ai tous faits. Et j'ai décidé de m'engager dans cette organisation folle, faut bien le dire, d'un festival. Et donc l'an dernier, j'étais à l'origine de quasiment tous les concerts de jazz. Et on s'est aperçu que la moitié donc, des spectateurs qui nous faisaient le plaisir de venir écouter ces artistes venaient du secteur de Saint-Avold, de Sarreguemines, etc. Donc l'idée d'abord c'était de proposer des salles importantes à des très très grands artistes qui ont plus qu'une renommée mais vraiment une activité mondiale et en fait de venir vers le public. Donc c'est ce qui nous a conduit à cela. Et justement, dimanche c'est du très grand niveau. C'est du très grand niveau et Sarreguemines, pourquoi? Parce que d'abord le jazz m'intéresse beaucoup et je suis venu très souvent à Sarreguemines, notamment au Terminus qui était une institution, on ne pouvait pas passer au travers quand on aime le jazz. Et puis la ville de Sarreguemines a une réputation, je dirais, d'une politique culturelle qui est intéressante, qui est connue. Il y a également le conservatoire qui s'est engagé dans cette opération et dans ce concert de dimanche, notamment au travers de son directeur et beaucoup au travers de son professeur de guitare classique, Moreau d'Alimonte, qui est très actif donc, et qui est également très éclectique. Il enseigne évidemment le classique, mais il est très ouvert sur le jazz, etc. La politique, l'idée essentielle donc, de ce festival, c'est justement de mélanger les genres, de ne pas rester sur du classique ou du jazz. Et vous parliez tout à l'heure de manque d'appétence pour des jeunes gens pour le classique. L'idée, c'est de leur montrer qu'en fait, le classique mène aux autres musiques et qu'il n'y a pas un classique, il y a des classiques comme le jazz, il n'y a pas un jazz, il y a des jazz. Et forcément, on doit trouver quelque chose qui satisfasse, je veux dire, quelque part, chacun. Et donc, on va proposer dimanche après-midi, à partir de 16 h, 2 concerts. Donc, il y aura un concert de jazz, un jeune trio parisien qui est considéré, c'est en tout cas ce que disent les publications, comme un avenir en tout cas du jazz. Et il se trouve que, en l'occurrence, le leader de ce trio, c'est mon fils. Voilà. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà, je dois le dire. Et on fait venir donc ensuite Jérémy Jouve. Jérémy Jouve, c'est alors. Il n'y a pas un titre de champion du monde de guitare ou d'un instrument, il y a simplement dans les guitares classiques, comme dans d'autres instruments, des concours. Et le plus huppé des concours, c'est le GFA, qui est le concours américain, qui a été gagné par 6 Français seulement, donc depuis le temps qu'il existe, ça fait plus de 50 ans bien sûr, et Jérémy Jouve est le dernier à l'avoir emporté en 2004. Ce encore jeune homme a démarré la guitare à 7 ans et à 13 ans, il avait déjà en poche son DM de guitare classique. Pour ceux qui savent le temps que ça prend normalement, ça donne déjà le niveau. Et à 21 ans, il sortait du CNSM avec des profs absolument prestigieux comme Ponce, comme Roland Diens, etc. Et il suffit d'aller sur YouTube pour écouter ce musicien d'exception. Et surtout d'aller donc dimanche après-midi au Casino des Faïenceries à Sarreguemines pour le découvrir. En plus de Sarreguemines, vous délocalisez aussi cette année un concert à Saint-Avold. Alors on peut retrouver toutes les infos sur le site mi-fa-saulnois.fr.
Et alors question, parce que c'est le hasard qui fait que vous vous rencontrez tous les deux aujourd'hui sur ce plateau télé, mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer l'année prochaine que le festival Mi-Fa-Sol-Noix délocalise une date dans le Pays de Beach? Alors je dois dire qu'il y a une arrière-pensée quand même dans cette affaire. D'abord, je vous remercie pour votre accueil et je veux aussi quand même souligner l'accueil de la ville de Sarreguemines qui montre que je ne me suis pas trompé. On a été accueillis par la ville et par les services techniques et de communication d'une façon absolument incroyable. Si on a été, je dirais, aidé comme on l'a été à Sarreguemines, ce serait vraiment formidable, absolument. Mais donc il y a effectivement une arrière-pensée. C'est-à-dire que je pense que la Moselle-Est mérite aussi un festival qui unisse un peu les différentes villes. Metz avait organisé ce qu'on appelait le Quatropole, c'est-à-dire qui réunissait Metz, Luxembourg, Trèves et Sarrebruck. On pourrait faire quelque chose dans le même esprit, les villes de Moselle-Est qui vont de Saint-Avold à Beach, en passant par Sarreguemines, bien entendu, Forbach, voire Creuswald. Donc ce serait très intéressant, c'est une arrière-pensée que j'ai évidemment. Je crois que vous avez été écouté avec une oreille particulièrement attentive du côté du Pays de Beach. Avec grand plaisir pour travailler ensemble, avec grand plaisir. Je peux dire aussi un mot sur Saint-Avold, puisque alors, samedi on est prochain, un peu pressé par le temps. On a toutes les infos sur le site internet. En deux mots, à Saint-Avold, c'est en deux mots, c'est Vincent Perrani et Émile Parisien, sont deux jazzman français qui représentent vraiment le jazz français, en 10 ans, 1000 concerts. Donc ça situe un peu les choses. Et juste pour Jérémy Jouve encore, je reviens pour donc Sarreguemines. Ça, c'est Sarreguemines dimanche. Samedi soir, il joue à l'Opéra Garnier. Donc c'est vous dire que c'est très très grand, très grand artiste. Et il va faire le voyage dans la nuit, d'ailleurs avec mon fils, de Paris à Sarreguemines pour donner une masterclass dimanche matin à 10h au même endroit, donc à la faïencerie. Et ensuite... Et être là ensuite pour le concert. Exactement. Il a un palmarès impressionnant. Je crois qu'on pourrait parler de lui pendant des heures, mais on va s'intéresser pour le moment à un autre concert dans le Pays de Beach. Pacôme Rotondo vient de passer 1 an en résidence à la Halle Verrière de Meisenthal. Cela a donné naissance à 11 titres. Et pour fêter la sortie de ce premier album, le jeune chanteur-guitariste de rock blues monte sur scène samedi 30 septembre à 20h. Musique toujours, mais dans un endroit auquel vous ne vous attendez sans doute pas, direction les Cinéma Forum de Sarreguemines pour le coup de cœur de la semaine. Alors pour une fois, mon coup de cœur ne va pas aller vers un film, comme d'habitude, mais par contre pour un événement musical qu'on qualifie un peu dans notre jargon par rapport à la programmation de contenu alternatif. Alors qu'Essaco, c'est tout simplement le concert d'Orelsan qui aura lieu exclusivement au cinéma, et pour du contenu exclusivement au cinéma, le jeudi 28 septembre à 20h. Alors ce n'est ni plus ni moins que le concert filmé de l'Accor Arena à Paris La Défense, dont on avait énormément parlé, et qui ravira certainement les amateurs, et même de façon un peu plus large, ceux qui le sont un peu moins, puisque nous avons la chance également de le diffuser dans notre nouvelle salle premium, avec un son immersif, donc c'est presque comme si vous étiez au concert. Mais attention, c'est une séance unique, jeudi à 20h, et à événement unique, tarif unique, c'est 18 €, mais ça vaut le coup. Séance unique aussi à Puclange pour le cinéma en campagne. Vendredi à 20h sera projeté le film Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Et samedi à 16h, rendez-vous pour un ciné-débat à l'issue de la projection du film Debout les femmes. Pas le temps de faire un plus large tour d'horizon culturel aujourd'hui, je suis désolée. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de Place des Arts et demain, dès midi, sur Mosaïque Cristal pour un nouveau 30 minutes. Très bonne journée à tous.